Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct depuis le studio TV de la permanence de campagne d'Hervé Morin à Beuzeville, dans l'Eure. Comme vous le savez, plusieurs thèmes ont déjà été abordés, comme l'Europe, la sécurité, les lycées ou encore le handicap. Aujourd'hui, il s'agit de la 17e émission. Alors notre ambition ce soir, c'est de vous montrer que la région Normandie est un échelon local pertinent pour porter la politique de la santé, eu égard à son bilan et aux perspectives programmatiques de notre liste. En effet, même s'il s'agit d'une compétence régalienne, la santé reste un thème prioritaire qui peut nécessairement bien sûr être porté par la région. Alors je vais présenter les intervenants ce soir qui sont avertis, bien entendu, sur le sujet. Je me tourne d'abord vers Guy Lefranc. Vous êtes vice-président de la région Normandie sortant. Vous êtes tête de liste dans l'Eure avec Hervé Morin. Oui, surtout Hervé Morin. J'ai l'honneur d'être à vos côtés sur cette liste. Vous êtes maire d'Évreux depuis 2014, président d'Évreux Porte de Normandie depuis 2017, et vous êtes surtout médecin urgentiste. Vous faites 5 à 6 gardes de 24 heures par mois, en plus de vos activités politiques. Paul Miliez, vous êtes candidat aux élections régionales sur notre liste, Vivre la Normandie. Vous êtes professeur des universités et responsable du service cardiologie du CHU de Caen. Vous êtes également un acteur de terrain, puisque vous avez parcouru sur presque la totalité de notre région, dans l'Orne, dans la Manche, bien sûr dans le Calvados. Vous êtes calé, je crois, depuis 11 ans. Je me tourne toujours vers Philippe Lagalle, excusez-moi. Vous êtes maire du Haume, dans le Calvados. Il s'agit d'une commune nouvelle qui rassemble 5 communes déléguées de la Suisse normande. Donc en fait, précisément, vous êtes maire de la commune déléguée de Thury-Harcourt. Vous êtes président du Cyclade, qui est le centre de proton-thérapie dans lequel la région a notamment financé 130 millions d'euros d'actions. Vous avez notamment pris en charge le premier patient fin juillet 2018 dans ce centre. Et vous nous expliquerez notamment ce que c'est. Denis Vivien, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes au CHU de Caen, au sein du Centre de ressources biologiques. Vous êtes directeur général du groupement d'intérêt public Cicéron, dans le cadre de l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Vous êtes professeur et chercheur en neurosciences. Vous êtes spécialiste de l'AVC, de l'accident vasculaire cérébral. Jean-Michel Gall, notre dernier intervenant ce soir. Alors, sans bien sûr être exhaustif, vous êtes médecin généraliste à Mortagne-au-Perche, dans l'Orne. Vous êtes président de la communauté professionnelle territoriale de santé. Vous êtes également président de l'Ordre des médecins de l'Orne. Et on en parlera vivement ce soir, vous êtes pilote du projet Medicobus. Alors, je vais me tourner d'abord vers Guy Lefranc, qui va introduire en substance cette table ronde. En quoi le bilan de la région en matière de santé illustre la pertinence de cet échelon pour mettre en exergue cette politique? C'est une bonne question que de parler d'échelon, puisque la santé, a priori, est une compétence régalienne, comme la sécurité, comme la justice, comme l'éducation. Et comme toutes ces compétences régaliennes aujourd'hui, l'État n'arrive plus à les assumer seul. Et l'État a besoin des collectivités territoriales pour les assumer, pour l'aider. Et si l'État n'avait pas lui-même la volonté de compter sur les collectivités territoriales, de facto, les habitants, les citoyens, eux, se tournent vers nous et nous interpellent quotidiennement, notamment sur la santé et en particulier sur la démographie médicale. C'est un sujet dont Hervé Morin s'est emparé dès son arrivée à la présidence de région. Nous savons que nous avons une démographie médicale et paramédicale particulièrement déficitaire sur notre territoire. Donc nous avons mis en place de nombreuses actions en faveur pour lutter contre le déficit de démographie médicale, notamment la mise en place des PSLA, des pôles de santé libéraux ambulatoires, qui existaient déjà dans l'espace Normandie, mais que nous avons développé sur l'ensemble de la région Normandie. Aujourd'hui, on commence à arriver à un maillage à peu près cohérent.
Nous avons créé, il y a maintenant 2 ans, un portail web qui s'appelle MedInstall, qui permet de déposer des offres, qui permet de savoir où sont les lieux de stage, qui permet de valoriser les lieux de stage, et donc qui permet à chacun de nos jeunes confrères ou futurs confrères de trouver le lieu de stage idéal, voire le lieu d'installation idéal. Nous avons accompagné également le Médicobus, mais j'en parle pas, d'autres en parleront mieux que moi tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le volet démographie médicale, c'est peut-être ce qui est le plus visible pour la population. Le deuxième volet, qui est moins connu, mais qui fait partie, pour le coup, de nos compétences en tant que région, ce sont les formations. D'abord, les formations liées aux métiers paramédicaux. Aides-soignantes, infirmières, et là-dessus, nous avons aujourd'hui une politique de développement, puisque dans les 2 ans qui viennent, ce sont plus de 850 postes d'élèves infirmières que nous allons ouvrir sur l'ensemble de la région Normandie, avec également la remise en état ou la création, la reconstruction de 4 IFSI, de 4 écoles d'infirmières. Aujourd'hui, celle de Fécamp est déjà sur les rails, celle d'Alençon également, et nous attaquons celle d'Évreux et celle de Cherbourg. Ça aussi, c'est important, parce que lorsqu'on voit la difficulté aujourd'hui de recrutement ou le peu de durée de vie professionnelle de certaines de nos infirmières ou de nos aides-soignantes, il est nécessaire qu'on puisse de nouveau les ouvrir. Mais les paramédicaux, ça va plus loin. Hervé Morin a souhaité développer les formations, notamment pour les masseurs kinésithérapeutes. Et là, nous avons largement augmenté le nombre de postes ouverts. Nous avons créé des places d'ergothérapeutes. Nous avons créé la première école d'audioprothésistes en Normandie, ce qui n'existait pas. Donc, toutes ces formations. Au-delà de ça, la région Normandie a également un grand déficit en dentistes. Notamment parce que nous sommes une des rares régions de France à ne pas avoir de faculté d'odontologie. Je prends juste un exemple. Pour le même nombre d'habitants, la région Bretagne a 2,5, si on peut dire, facs d'odontologie, puisqu'il y a Brest, Rennes et puis Nantes, qui est en partie en Bretagne, en tout cas qui intéresse des étudiants bretons. Pour le même nombre d'habitants, nous avons 0 fac d'odontologie. Donc c'est un des souhaits d'Hervé Morin, nous y travaillons. En attendant, et c'est la première marche que nous avons souhaité mettre en œuvre, nous avons créé des postes de fauteuils dentaires pour les 5e et 6e années en odontologie. C'est-à-dire que, prenons exemple sur ce qui avait été développé au Havre et ensuite à Rouen, nous imaginons que des jeunes, notamment des étudiants qui sont partis de la région Normandie pour aller se former, soit à Amiens, soit à Paris, soit à Lille, soit de l'autre côté pour ceux de Caen-sur-Rennes, lorsqu'ils reviennent terminer leurs dernières études, notamment les 2 dernières études, d'abord rendre des services à la population, mais surtout, les études montrent que près de 75% d'entre eux s'installent sur le territoire où ils ont terminé leurs études. Et ça, c'est fondamental. Et puis, on continue aussi, puisque la région Normandie a accompagné une licence de droit santé, par exemple. Donc, différents sujets, vraiment sur la formation, qui est un cœur d'une des compétences de la région. La région soutient tous les programmes de recherche médicale. Alors là, je vais me faire très humble par rapport à tous mes confrères autour de moi qui vont en parler avec beaucoup plus de compétences, mais nous avons accompagné une 60aine de projets en recherche sur la mandature qui se termine aujourd'hui, et nous allons continuer, notamment sur des grands investissements d'avenir, sur la formation, sur la recherche médicale. Je pense au Génopôle de Rouen, par exemple. Je pense à la réhabilitation du centre anticancéreux Becquerel, sur Rouen également, et puis des grands projets d'équipement sur Caen et sur Rouen. Mais messieurs, vous serez plus compétents que moi pour en parler. Encore un sujet que la région a souhaité soutenir, même si ce n'est pas a priori dans ses compétences, c'est tout le développement de l'innovation, de la recherche, de la santé numérique, de la télémédecine. Et on voit aujourd'hui, nous en parlions en aparté avant le début de notre réunion, à quel point ce volet télémédecine va se développer, doit se développer sous réserve d'avoir des équipements innovants et performants, et qui assurent la sécurité du patient. Parce que soigner à distance, pour nous, et notamment pour des médecins de notre génération, c'est pas naturel, c'est pas évident. Et donc il faut apprendre à accepter de ne pas avoir le patient en face de soi, de ne pas avoir le patient à côté de soi. Et donc c'est tout un travail qui nécessite d'avoir des outils particulièrement performants dans lesquels le professionnel de santé puisse avoir confiance. La région a financé également des équipements donc sur les CHU donc de Caen et de Rouen, le Medical Training Center,
Aujourd'hui, les robots, mais ça vous en parlerez, je pense, messieurs. Et puis, pour ne pas être trop long, tellement il y a de sujets sur lesquels Hervé Morin a souhaité s'investir avec la région Haute-Normandie, c'est nous accompagnons même l'industrie de santé. On a bien vu à quel point l'industrie de santé pouvait être critiquée, c'était le monstre dans les dernières années, jusqu'à ce qu'arrive le Covid. D'un seul coup, on s'est dit, tiens, finalement, c'était peut-être pas totalement inutile, les industries de santé. Et donc, depuis plusieurs années, la région accompagne Pôle Pharma, qui est donc un cluster sur la pharmacie, et qui nous a permis, notamment cet investissement de la région, de développer des industries de santé sur le territoire de la région Normandie, puisque Pôle Pharma était beaucoup sur l'Île-de-France et sur le centre Pays de Loire. Et donc aujourd'hui, ça nous permet de faire revenir des industries de santé. Voilà, quelques idées sur ce qui a déjà été mis en place par la région, mais j'espère que vous nous réinterrogerez tout à l'heure pour savoir ce que nous comptons mettre en place, parce qu'il y a encore beaucoup de projets à réaliser. Merci beaucoup, Guy. Je me tourne maintenant vers Paul Miliez. Alors, en quoi votre expérience riche va dans le sens de ce discours sur la régionalisation de la santé? Est-ce que vous vous êtes aperçu peut-être que l'échelon national, l'État, était défaillant sur la question? Alors, oui. Je pense que j'ai le privilège d'avoir fait une partie de ma carrière à Paris et de penser à tort que tout se passait à Paris. Et je pense qu'en fait, tout se passe à Paris. Et j'ai redécouvert mon métier, très clairement, quand je suis arrivé en Normandie il y a maintenant presque 12 ans. Et j'ai redécouvert mon métier de médecin parce que à Paris, tout est simple, tout est facile. L'accès aux professionnels, quels qu'ils soient, médicaux, paramédicaux, les hôpitaux, les cliniques, les infrastructures. Et c'est vrai que c'est très égocentré, hein, c'est très Paris-centré. Et en arrivant en Normandie, j'ai découvert une population différente, les liens extrêmement proches entre les habitants et les médecins et le personnel paramédical. Et ça, pour moi, ça a été, je pense de le dire, un choc, parce que c'est vrai que à Paris, tout est dû, tout est... voilà, vous demandez un deuxième avis, un troisième avis, un quatrième avis, vous n'avez pas confiance. Et quand vous arrivez en Normandie, et je pense que ce n'est pas spécifique à la Normandie, hein, quand vous arrivez dans une région comme la Normandie, vous redécouvrez votre métier, l'importance et l'attachement de nos concitoyens et de nos concitoyens normands au métier de la santé, en particulier aux médecins. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que globalement, si la santé, c'est l'affaire de tous, bien évidemment, elle ne doit pas être gérée par Paris. Et la crise du Covid nous a un petit peu mis en avant cette problématique de cette centralisation. Et je pense que, bien sûr, avec l'État, bien sûr, hein, il faut qu'on s'approprie, et je pense que Guy Lefranc et toute son équipe l'ont déjà fait, on doit s'approprier un certain nombre de sujets en collaboration. Hein. L'idée, c'est pas de se singulariser définitivement, mais on ne peut pas considérer que la santé, au niveau national, est la même partout. Dans toutes les régions, on a des problématiques, à mon avis, spécifiques. La désertification médicale, elle existe. C'est pas, on n'est pas en train de faire peur aux gens. Elle n'existe pas dans Paris, elle n'existe pas dans des grosses villes ou dans les grosses métropoles, mais elle existe en Île-de-France, hein, on peut le dire aussi dans certaines parties d'Île-de-France. Elle existe en Normandie. Je vais vous donner 2 ou 3 chiffres qui font froid dans le dos. Vous avez 12 médecins généralistes pour 10 000 habitants. 11,9 pour être très précis. Et puis ça va continuer. Guy Lefranc parlait des dentistes. Il nous faudrait 800 dentistes pour arriver à la moyenne nationale. Alors oui, il est très clair qu'il y a un certain nombre de solutions. Des solutions parmi tant d'autres, c'est que quand vous faites vos études en Normandie, quand vous allez en stage en Normandie, quand vous allez dans les hôpitaux, les cliniques, quand vous allez chez le praticien, vous avez plus envie et plus de possibilités et plus envie, parce que vous êtes installé, de vous installer en Normandie. Il y a en effet les fauteuils qui vont être proposés en 5e et 6e année, je crois d'abord à Évreux, puis je crois que c'est prévu sur Caen et Cherbourg. Mais il y a un projet que je suis convaincu que la région va soutenir, c'est que les 2 doyens de Caen et de Rouen vont proposer la création d'une école d'odontologie en Normandie,
puisque, en effet, Caen part sur Rennes, en effet, Rouen, ça part sur Lille, Amiens, Paris, je ne dis pas de bêtises. Et il est évident que la création d'une école d'odontologie pour les années de formation vont permettre à des étudiants en odontologie qui sont issus de notre première année de médecine de continuer leur cursus, d'aller faire des stages dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets. Et on peut espérer qu'une grande partie de ces étudiants vont souhaiter s'installer sur la Normandie parce que c'est pas le cas. Ils vont à Rennes, donc ils restent en Bretagne, très peu reviennent, ils vont à Paris, c'est pareil. Et ce qui est clair, c'est que moi j'ai trouvé, parce que j'ai été un peu des deux côtés, je ne vais pas exagérer en disant que j'ai été dans le luxe à Paris, mais si, il faut dire les choses très clairement. Et quand je suis arrivé à Caen, j'ai commencé prenant la responsabilité du service de Caen, j'ai été remonter le service de cardiologie d'Alençon, qui allait pas bien. Je voyais les malades arriver en bout de course, mal suivis, mal traités. Ça m'a beaucoup touché. Et je pense qu'ils sont déconnectés. Voilà. Ils sont déconnectés et de ce fait, il faut donner à la région un certain nombre de prérogatives, pas toutes les prérogatives, mais un certain nombre de prérogatives, parce que qui mieux que, je dirais, les acteurs de la région peuvent proposer, investir, développer un certain nombre de choses dans notre propre région. Et il y a un truc qui m'avait marqué au moment du Covid. J'avais eu un jour l'occasion de parler avec Valérie Pécresse, on s'était appelé. Et elle m'avait dit, Paul, je suis effondré, j'arrive pas à me fournir en masques. Je ne sais pas comment trouver des masques, au pire de la situation. Je crois qu'Hervé Morin est arrivé avec l'équipe à se fournir des masques, en disant, je ne vois pas pourquoi on devrait attendre un ordre ou de la part de Paris et de la part du gouvernement. Il faut un peu s'autonomiser. Et moi, ça m'avait marqué, elle était désespérée pour les soignants, pour un certain nombre de personnels. Et c'est pour ça que oui, je pense qu'il y a une nécessité que la région s'empare de cette thématique autour de la santé dans toutes ses diversités, comme l'a précisé Guy Lefranc, et je pense qu'il faut qu'on avance dans l'avenir dans ce sens. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que vous parliez des masques, la région a notamment fourni de mémoire 9 millions de masques. Et, donc on n'a pas attendu l'État qui n'était pas au rendez-vous dans cette épidémie. 9 millions, et si je peux me permettre, près de 3 millions, rien que pour le personnel soignant, qui à l'époque n'en bénéficiait pas. Ouais. Alors maintenant, question à Philippe Lagalle. Alors justement, ce centre de protonthérapie, il intéresse. Qu'est-ce que c'est comme innovation, la protonthérapie ? Alors déjà, on peut déjà positionner le fait qu'en France, il n'y avait jusqu'à la mise en place du programme sur Caen que 2 centres, un centre sur Orsay et un centre sur Nice. Donc la protonthérapie, je dirais plutôt l'hadronthérapie, puisque c'est bien l'objectif final de l'ensemble du programme. Et d'ailleurs, le nom Cyclade le représente bien, puisque c'est des cyclotrons pour l'hadronthérapie. Donc c'est en fait l'utilisation de faisceaux soit de protons, soit demain de carbone, pour pouvoir traiter le cancer en lieu et place des rayons X que l'on utilise en radiothérapie conventionnelle. Alors pourquoi effectivement chercher d'autres rayonnements que des rayons X ? C'est avec 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de traiter de façon ciblée avec un avantage balistique, de façon à pouvoir épargner les tissus sains qui avoisinent les volumes tumoraux. Donc efficacité biologique identique, mais avantage balistique pour pouvoir bien cibler le volume tumoral. Et la conséquence, ou une des conséquences, c'est en épargnant les tissus sains, c'est de pouvoir effectivement, en particulier, réduire considérablement le risque de second cancer ou de cancer radio-induit que l'on a avec, bien évidemment, la radiothérapie conventionnelle. Donc voilà un petit peu pour démystifier ce gros mot qu'est l'hadronthérapie. Et aujourd'hui, effectivement, le premier équipement qui a été installé dans le centre, financé essentiellement par le soutien de la région. C'est un équipement donc de protonthérapie qui a été mis en place et inauguré le 3 juillet 2018 par Hervé Morin. Et le premier patient a été traité le 31 juillet 2018. Au jour d'aujourd'hui, quelques chiffres. Nous avons, au bout de 600 jours d'exploitation,
à peu près 9000 séances d'irradiation qui ont été effectivement réalisées, ce qui a permis de traiter un peu plus de 360 patients, dont, et c'est là aussi qu'il y a, je dirais, un focus à mettre, dont 52 enfants, puisque la protonthérapie permet en particulier de traiter les cancers dits inopérables et radiorésistants, et surtout pour toute localisation de pouvoir traiter les cancers pédiatriques. Et ceci, je pense qu'on ne peut qu'être très heureux de pouvoir effectivement faire cette prise en charge de patients pédiatriques. Donc pour réaliser ce centre, eh bien, dès 2015, fin 2015, avec la région, nous avons pu effectivement, par la garantie apportée par la région à 100% sur l'ensemble du coût du projet, avoir le financement et réaliser donc l'installation, la construction de ce centre, qui a été assez rapide puisque nous l'avons inauguré, comme je l'indiquais tout de suite, le 3 juillet 2018. Et un premier équipement qui s'appelle un Proteus One a été installé dès le mois de mars et le mois d'avril 2017. Et sa mise en service est intervenue fin juillet 2018. Alors je tiens à préciser quand même que l'engagement de la région n'est pas uniquement sur ce volet clinique, prise en charge sanitaire des patients. Il y a un deuxième volet très important qui est en train de se dérouler actuellement avec, là aussi, la région, et qui est dans ses, je dirais, dans ses compétences peut-être plus évidentes, qui est tout ce qui est soutien à l'innovation technologique et industrielle, puisqu'il y a une société qui s'appelle Normandie Hadron-Thérapie qui a été créée et qui est en cours de développement d'une nouvelle machine, un synchrotron qui, lui, accélérera des ions lourds, et en particulier des ions carbone. Et cette machine, ce sera dans l'innovation, là encore, vous en parliez tout à l'heure, une innovation très forte, puisque c'est une première mondiale. Il n'y a pas aujourd'hui d'accélérateur de ce type et de cette dimension permettant d'être installé dans un centre hospitalier de par le monde aujourd'hui. Il y a des équipements de laboratoire, mais il n'y a pas d'équipements industriels qui permettent effectivement ce type d'application. Et quand cet accélérateur sera développé, le premier tête de série sera installé dans le centre Cyclades, qui a été conçu pour l'accueillir. Et lorsque nous aurons ainsi équipé l'ensemble du centre, ce sera un équipement unique, non seulement en France, mais en Europe, pour pouvoir effectivement mener, là encore, un volet sanitaire pour traiter un certain nombre de patients avec ce type de faisceau, mais également dans le domaine de la recherche, dans la recherche médicale, mais aussi dans la recherche industrielle. On a aujourd'hui déjà des manifestations d'intérêt, en particulier dans l'aéronautique, pour pouvoir faire de l'irradiation de composants, pour simuler en fait tout ce qui est faisceau qu'on rencontre au niveau de l'aéronautique, et permettre de pouvoir effectivement valider un certain nombre d'innovations technologiques aussi. Merci beaucoup. Alors maintenant, ma question va se tourner vers Denis Vivien. Vous êtes donc, comme on l'a rappelé, enseignant-chercheur. Comment la région porte-t-elle la recherche, notamment dans votre domaine, pour toujours que notre territoire soit en quelque sorte tourné vers l'excellence? Et puis vous nous direz également comment faire venir de jeunes chercheurs, notamment sur le territoire cadet. Donc d'abord une première précision, je ne suis pas directeur de Cicéron, mais mon laboratoire que je dirige, qui est un laboratoire INSERM, a été hébergé à Cicéron. Le directeur de Cicéron, c'est Benoît Halloween. Et moi, je dirige un institut qui s'appelle Blood and Brain Hack en Normandie, Bibiazzi, qui est lui aussi hébergé à Cicéron. Donc Cicéron, c'est un centre de recherche, c'est une plateforme nationale, Ibiza, d'imagerie in vivo. Et une grande majorité des équipements qui sont disponibles à Cicéron, qui permettent de faire de l'imagerie in vivo, cerveau, cœur, mais également en oncologie, sont en grande majorité des financements issus de la région Normandie. Et au sein de Cicéron, il y a différentes unités de recherche hébergées, qui sont des unités de recherche soit de l'INSERM et de l'Université de Caen, soit du CNRS et de l'Université de Caen. Donc moi, je dirige une de ces unités.
Et dans cette unité, on a 2 activités principales. L'une, c'est de s'intéresser aux maladies neurovasculaires, essentiellement les accidents vasculaires cérébraux, avec une approche très transversale qui va de modèles précliniques et également issus de ces travaux de recherche précliniques, des recherches cliniques qui ont lieu en partenariat avec le CHU de Caen et d'autres hôpitaux en France. Et puis un deuxième aspect de la recherche dans l'unité, c'est le fonctionnement cérébral normal et pathologique, et en particulier l'impact du vieillissement cérébral sur ce fonctionnement cérébral. Donc les outils que l'on utilise sont des outils d'imagerie, de biologie moléculaire, et pour utiliser ces outils, il faut des doctorants, des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, des médecins. Et une grande majorité des doctorants dans nos laboratoires sont financés par la région, soit avec des cofinancements nationaux ou des financements à 100% par la région. Je ne connais pas bien le nombre de financements total de la région dans ce domaine, mais pour mon laboratoire, c'est à peu près 2 financements par an. C'est la même chose pour un certain nombre d'autres laboratoires. Pour faire cette recherche translationnelle, on associe de la recherche fondamentale. Donc avant de comprendre pourquoi ça ne marche pas pour aller en médecine, il faut d'abord comprendre pourquoi ça marche et comment ça marche. Et donc c'est ce dont on s'attache tous les jours. Et on a créé donc un institut qui s'appelle Blood and Brain at Normandie, BIATSI. Et cet institut, en fait, est très largement financé par la région, qui a permis de créer ce GIS, qui est à la fois un GIS INSERM, Université de Caen, CHU de Caen, et avec les fonds obtenus par la région dans le cadre des programmes RIN d'excellence, eh bien, on a pu plus que doubler ces fonds, qui étaient déjà relativement conséquents. Et en fait, l'aide de la région a servi d'amorçage, de tremplin pour aller chercher d'autres partenaires. Et donc, un point important en région, c'est d'avoir une masse critique de chercheurs importante. Parce que la recherche, ça se fait avec des équipements et ça se fait surtout avec des personnes. Et les équipements font avancer la recherche, mais les personnes font avancer également beaucoup la recherche. Et donc, il faut créer une émulation entre des biologistes, des physiologistes, des chimistes, des physiciens. C'est ce qu'on essaye de faire dans le laboratoire. Et donc, on est bien aidé par la région avec un programme de chaire d'excellence. Et donc, l'année dernière, on a obtenu 2 chaires d'excellence. Et l'une d'entre elles a été pour une chercheuse chimiste qui avait fait un postdoc aux États-Unis, qui est revenue en Normandie. Et l'autre, c'est une chaire d'excellence d'un chercheur de très haut niveau qui était en Californie, qui n'est pas issu de notre cru normand et qui vient enrichir, de par ses compétences, ce que l'on fait à Cicéron. Et je pense que c'est assez bien parti pour que ce chercheur puisse obtenir un poste et rester en France. Donc là, on a vraiment un apport. Et là aussi, c'est un effet tremplin, puisque lorsqu'on a fait cet appel d'offres, on a eu 13 candidats, on en a présélectionné 4 qu'on a auditionnés. Donc on a sélectionné ce candidat qui s'appelle Mario Merlini. Et la personne qu'on a classée 2e, elle a eu un poste d'assistant professeur à l'Institut du cerveau à Chicago, donc ce qui montre qu'on avait été attractif et à la fois on avait fait correctement notre sélection. Et la 3e, c'était une chercheuse qui avait fait sa thèse à Caen, qui était depuis 4 ans en Angleterre. Et elle a pu faire valoir qu'elle avait été présélectionnée dans ce système, qu'elle avait été auditionnée, et elle a obtenu un financement de 3 ans par la FRM, Fondation pour la recherche médicale. Donc ça a bien joué son rôle, là aussi, tremplin, attractif. Et ça, c'est majeur qu'on puisse faire venir des jeunes en Normandie pour nos travaux de recherche, et puis essayer de faire qu'ils puissent rester. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire avec l'INSERM et avec l'Université de Caen. Et je rajouterai un point dans cet institut BIATSI. On essaye de faire un partenariat non seulement entre les chercheurs plus fondamentaux et puis les cliniciens comme Paul, mais on a aussi des entreprises et des startups qui sont issues en fait des brevets qui sont faits dans le laboratoire. Et donc, de par l'intermédiaire de ces brevets, qui sont en fait déposés par nos tutelles, eh bien, on peut aussi créer des entreprises, de l'activité économique avec 2 startups qui sont à Caen, Optulaisi et Lys Thérapeutique,
qui en fait exploite des brevets de travaux de recherche faits dans cet institut et à Cicéron. Merci beaucoup. Alors pour faire face à la désertification médicale, l'accent a été mis sur la mobilité autour d'un dispositif innovant, porté notamment par vous, Jean-Michel Gall. Pouvez-vous nous le présenter ? Oui, alors ce projet vient de la CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé, loi Marisol Touraine 2016, repris par Ma Santé Macron en 2022. Il y a 5 CPTS en Normandie en expérimentation. Et cette CPTS qui est née en janvier 2020 a permis de constituer avec la CPAM et avec l'ARS un accord conventionnel interprofessionnel où nous avons un cahier des charges bien précis, dont l'accès aux médecins traitants. Donc l'accès aux médecins traitants est extrêmement important, surtout dans l'Orne, puisque on a perdu plus de 60 médecins en 15 ans. Nous avons 25% des médecins généralistes en activité aujourd'hui qui ont plus de 65 ans, 27% des spécialistes qui ont plus de 65 ans qui sont en activité. Donc la situation est très fragile, les médecins partent du jour au lendemain. Et face à cette situation, nous avons créé l'association Médicobus. Et dans cette association Médicobus, nous avons créé un centre de santé salarié qui exerce la médecine à travers le Médicobus. Alors, l'idée initiale du Médicobus, c'est Antoine Leveneur, un président de l'Union régionale des médecins libéraux, qui m'en avait parlé bien avant qu'on constitue la CPTS et qui m'a demandé de porter ce projet. Et l'URML m'a beaucoup aidé pour monter ce gros projet. Donc le Médicobus réunit actuellement 12 médecins, dont certains sont des jeunes retraités de médecins généralistes, et il y a des médecins aussi du territoire, des médecins généralistes libéraux qui sont en activité. Mais toute l'activité, c'est un centre de santé salarié. Tout le monde est salarié du Médicobus. Il y a 2 assistantes médicales qui gèrent toute la partie administrative des dossiers et qui prennent en charge les patients, qui scannent les dossiers. Le Médicobus est relié aussi par satellite. Et nous fonctionnons avec un deuxième système qui est une cellule de soins non programmée. C'est-à-dire que du matin, 8h jusqu'au soir, 20h, on a une cellule qui est à Caen, qui travaille aussi sur la télémédecine, en consultation de télémédecine, notamment dans la Manche, sur Saint-Georges-du-Rouloir, et qui prend donc les appels des patients et qui les inscrit sur le Médicobus si les patients sont à proximité du Médicobus. Sinon, on a des plages des médecins de toute la CPTS, de l'arrondissement de Mortagne, qui réunit quand même 90 000 habitants, pour ces patients-là. Il faut savoir que sur les 90 000 habitants, il y a 12 000 habitants qui n'ont plus de médecin traitant à l'heure actuelle. Donc le Médicobus est entièrement équipé comme un cabinet médical. Nous venons d'acquérir une valise de télémédecine qui va nous permettre des téléexpertises. Nous projetons aussi dans l'avenir de faire de la télémédecine en ophtalmo, notamment dans le cadre de la détection des rétinopathies diabétiques. Nous avons le rétinographe, nous avons des orthoptistes qui sont candidats, et donc nous allons développer aussi autour du Médicobus toute cette activité. Le Médicobus a 7 sites. 7 sites, il y a des journées entières ou des demi-journées. Nous avons commencé le 1er octobre 2020 et depuis février, vraiment les demandes ont explosé. On est entre 20 à 30 actes par jour.
On pratique aussi la vaccination dans le médicobus. On a plus de 500 vaccinations, on est presque à 600 vaccinations actuellement dans le médicobus. Les tests antigéniques. Voilà. Je pense que ça répond énormément à un besoin de la population. Nous avons vraiment des sites, puisque la CPTS est quand même très étendue, c'est tout le tiers-est de l'Orne, ça va de Vimoutier, et on a des patients du Calvados qui viennent consulter. Ça va presque jusqu'à Nogent-le-Rotrou. On a des patients aussi de l'Eure-et-Loire, parce que sur Nogent, il n'y a plus de médecins non plus. Et donc, ça répond vraiment à un besoin important de la population. Ce projet, il a été financé, c'est un partenariat régional. La région est intervenue dedans. L'ARS est intervenue aussi en tant que financier et l'État aussi est financier dans ce projet. La CPAM est porteur avec nous de ce projet. Et voilà, je pense que c'est une réponse à l'urgence sanitaire dans nos territoires. Merci beaucoup. Alors Guy, on en parlait en préambule. Quelle est l'ambition aujourd'hui de la majorité régionale, justement, pour continuer à porter cette dynamique et puis encore pour résoudre certaines difficultés. Je vois, par exemple, on me parle, alors Isabelle Lézé, qui me dit « Difficulté à faire venir des médecins généralistes dans notre pays de Falaise, la situation est inquiétante ». Oui, alors je trouve que les exemples que nous venons de voir sont très caractéristiques. Il faut à la fois s'intéresser aux patients et à son entourage. Il faut s'intéresser aux médecins, aux professionnels de santé de manière générale. Et il faut s'intéresser dans un troisième cercle à l'avenir, à l'innovation et à la possibilité d'avoir accès à du matériel performant et à des équipements performants. Je crois que la région, justement, veut pouvoir continuer à accompagner, d'abord au niveau des patients. Première chose, nous allons proposer, les choses sont assez simples pour un politique. Soit on discute, soit on cause, soit on reste à Paris dans un ministère, comme on disait tout à l'heure, soit on regarde le terrain. Moi, quand Hervé Morin m'a demandé de m'occuper de la santé, j'ai d'abord pensé à mes parents qui habitaient à côté de Thury-Harcourt, dans un très joli lieu. Et je me suis dit, ils ont 87, 88 ans. Comment est-ce qu'ils vont faire en sorte, s'il y en a un des deux qui a une maladie d'Alzheimer, comment l'autre va pouvoir se débrouiller? Alors nous allons proposer la création de maisons de répit pour aider les accompagnants, justement. Parce qu'aujourd'hui, c'est une difficulté majeure. Moi, je vois dans l'entourage de mes parents, parfois un homme qui était habitué à aller travailler, qui une fois qu'il est retrouvé à la retraite a laissé sa femme gérer la maison, et puis sa femme elle a l'Alzheimer. Et bien comment il fait lui aujourd'hui pour gérer tout seul la maison? Comment il fait pour être accompagné? Comment on fait pour essayer d'éviter qu'il ne craque, d'éviter que sa femme ne se retrouve en maison de retraite, que lui se retrouve isolé, dépressif, et on sait les difficultés, par exemple sur la dépression du sujet âgé. Donc accompagner les personnes en difficulté. De la même manière, comme il existe aujourd'hui des maisons des adolescents, Hervé Morin propose de créer 3 maisons des femmes. Des lieux où on puisse accueillir les femmes en difficulté sociale, des femmes victimes de violences, des femmes agressées, avec un accompagnement physique, somatique, médical, avec un accompagnement psychologique, avec un accompagnement social. Nous sommes d'ores et déjà engagés à financer 3 maisons de femmes sur le sujet. Il faut ensuite accompagner les soignants. Nous allons ouvrir la première école d'orthopsie, on en parlait à l'instant, la première école d'orthopsie de Normandie. Elle est aujourd'hui préfinancée. Si Hervé Morin et son équipe est réélu à la tête de la région, nous accompagnons cette formation parce que là aussi, c'est en formant sur le territoire des professionnels de santé qu'on pourra les garder et les faire rester. Et comme je vous disais, 850 places de formation supplémentaires d'infirmières et d'aides-soignantes d'ici 2022. Donc c'est maintenant, c'est l'an prochain. Continuer à permettre à nos concitoyens de soigner, c'est aussi leur permettre d'avoir des équipements de proximité de qualité. Et alors là, c'est peut-être la proposition la plus choc, la plus forte, la plus importante qu'Hervé Morin vous propose aujourd'hui.
Prenons l'exemple des lycées. Comment ça marche un lycée ? Aujourd'hui, le personnel dans les lycées, c'est l'éducation nationale, c'est l'État. Mais le lycée lui-même, les bâtiments, les structures qui sont dedans, les équipements, c'est la région qui le porte. Eh bien, nous proposons de faire la même chose avec la santé. Nous n'en pouvons plus de voir des agences régionales de santé qui gèrent la pénurie de financement et qui ferment les uns après les autres des services. C'est le nouveau truc à la mode. D'ailleurs, on ne ferme plus d'hôpitaux, on ferme des services. Comme ça, on ne dit surtout plus qu'on ferme un hôpital, on laisse un service là où il y en avait 5, 6, 8 auparavant. Nous ne voulons plus de ça. Et donc, Hervé Morin s'engage à demander, il y aura une future loi qui s'appelle la loi 4D, mais même avant ça, de financer les équipements dans les hôpitaux, et notamment dans les hôpitaux de proximité. Pour mes parents qui sont à Thury-Harcourt, oui, la politique, c'est du très pragmatique, c'est de la proximité. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller à Caen. Avant, ils allaient à Vire, à un moment, ils allaient à Villers-Bocage, etc. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller de plus en plus loin. Je veux que mes parents, que ma fille, qui a un jeune bébé, puisse se faire soigner dans les meilleures conditions, au meilleur endroit, le plus proche de chez elle, avec la meilleure qualité possible. On n'aura pas tout partout. On le sait bien. Et on ne propose pas ce qui n'est pas possible. Mais nous proposons de financer les équipements de proximité parce que nous voulons le meilleur pour les plus fragiles d'entre nous, pour les plus jeunes, pour les plus anciens, pour les plus en difficulté. Et nous voulons aussi continuer, évidemment, à accompagner, parce que ce qui a été dit tout à l'heure est passionnant. Moi, j'imagine un jour que mes enfants, mes petits-enfants, évidemment, je ne le souhaite pas, mais puissent bénéficier, si besoin était, dans le cas d'un cancer pédiatrique, de l'hydrothérapie. Parce que c'est en Normandie, parce que la Normandie est une terre d'innovation, est une terre de recherche aujourd'hui, et que bien vivre en Normandie, c'est pas seulement manger de la crème et aller au bord de la mer, c'est aussi bénéficier des meilleurs soins possibles. C'est ça ce que nous proposons. Donc un ensemble pour les patients, et parce que tout le monde est patient un jour ou l'autre. C'est ce que je dis toujours aux gens qui me disent « Moi, non, jamais j'irai au service d'urgence ». Je dis « T'inquiète pas, tu y passeras un jour comme tout le monde ». C'est pour les soignants et c'est pour la recherche, pour que nos habitants, les Normands, puissent avoir les meilleurs soins le plus proche possible de chez eux. Merci. Pardon pour cette passion. Hein. On aime les gens passionnés. Il y a notamment Jean-Paul Bégaud qui nous dit, alors, on pourrait peut-être pallier au manque de médecins, notamment généralistes, en recevant peut-être plus d'étudiants de première année. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette question qui est souvent partagée, c'est vrai, par l'ensemble des gens en disant on n'admet pas assez de première année, en fait. Voilà. Le numerus clausus, il a été doublé, hein, donc on a 7500, donc je crois qu'on bénéficie actuellement de cette montée en charge du numerus clausus. Nous, dans l'Orne, il y a 5 ans, on n'avait aucune inscription d'étudiants de Caen ou de Rouen. Actuellement, il y a de plus en plus d'étudiants qui reviennent. Je pense qu'il faut attendre, il faut 10 ans à peu près, hein, mais le processus, il est enclenché et je pense qu'il est bien enclenché dans ce domaine-là. Il faut aussi que l'université suive, hein, parce que doubler le nombre d'étudiants, on n'a pas les structures pour les accueillir non plus. Bon, ça permet aussi d'avoir des stagiaires dans les cabinets médicaux, et ça c'est en pleine montée en charge aussi. On a des internes, on a des externes. Moi dans mon pôle de santé on a les deux, et ça permet aux gens effectivement peut-être de revenir dans nos cabinets par la suite. Et on a quand même beaucoup d'étudiants qui font médecine dans l'Orne, mais il n'y en a pas beaucoup qui restent, et ça peut-être que l'internat classement national y a été pour quelque chose aussi. Je peux peut-être ajouter quand même des points importants, c'est-à-dire que oui, évidemment, la solution, c'est on dit on va ouvrir les vannes, on va accepter plus d'étudiants en médecine et on espère comme cela lutter contre la désertification en espérant que nos étudiants restent en Normandie. C'est pas si simple. Je vais vous dire pourquoi, parce que je prends l'exemple de Caen. Moi, je suis vice-doyen à la faculté de médecine et je m'occupe de la pédagogie avec l'équipe, avec Emmanuel Touzet. Avez-vous une idée du nombre d'encadrants à la faculté de médecine de Caen par rapport au nombre d'étudiants? Probablement l'un des 2 plus mauvais taux en France. Un enseignant pour 6,2 ou 3 étudiants.
À Paris, Paris 5, maintenant l'Université de Paris, 1 pour 2,2 ou 2,3. Donc oui, on pourrait dire on ouvre les vannes. Mais ces étudiants, comme il a été précisé, il faut qu'on les encadre, il faut qu'on les forme. Et il y a eu un effort de fait. Cette année, on va accueillir beaucoup plus d'étudiants, que ce soit à Caen ou à Rouen, mais on n'est pas en capacité aussi de les former. C'est-à-dire que si le nombre d'étudiants augmente, le nombre d'enseignants, d'encadrants, de formateurs n'augmente pas, et même ils ont plutôt tendance à stagner, voire à diminuer, beaucoup de postes sont gelés. Et cette dynamique, il faut la porter, mais il faut la porter en permettant aux étudiants d'être accueillis, non pas dans les gros hôpitaux exclusivement, et c'est une volonté, dans tous les hôpitaux de la région, dans les cabinets, il y a les MSU dans les cabinets de médecine générale. Il faut qu'on favorise aussi à ce que nos étudiants, non pas qu'en médecine générale, parce qu'ils ont toujours un temps d'avance sur nous, nos collègues médecins généralistes, mais dans les spécialités, de leur permettre ou de les obliger à aller faire un stage en libéral dans un cabinet pour leur apprendre le métier, pour voir que c'est passionnant, que c'est pas si simple, que c'est pas aussi simple d'accéder, je dirais, à de l'innovation, à des machines, à de la radio, etc. Mais il ne faut pas croire qu'en ouvrant les vannes, on va tout régler. Il faut ouvrir les vannes, il faut permettre à des étudiants qui sont sûrement faits pour être médecins, qui ont la vocation de ne pas se retrouver bloqués par un concours stupide qui a changé, fort heureusement. Mais il faut aussi, d'une façon ou d'une autre, et je pense que la région peut nous aider, nous a aidés, pour nommer des professeurs associés ou des maîtres de conférences associés dans des hôpitaux pivots, dans des hôpitaux de recours, qui vont encadrer nos jeunes, parce qu'on ne pourra pas se centrer sur le CHU de Caen, sur le CHU de Rouen, et former tous ces étudiants. Nous ne sommes pas assez. Donc oui, on ouvre les vannes, mais il faut augmenter le nombre d'encadrants, il faut valoriser toute la médecine des hôpitaux de la région et toute la médecine libérale, la médecine générale en particulier, pour encadrer ces étudiants. On ne réglera pas tout. Oui, il faut ouvrir les vannes, mais il faut qu'il y ait plus d'encadrants, il faut qu'il y ait des postes, parce que c'est bien beau d'ouvrir ces vannes. Si on ne les forme pas bien, on ne va pas régler le problème et de la désertification et de la qualité des soins pour nos concitoyens. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur justement l'ambition de la région, de la majorité régionale, par rapport aussi à vos connaissances de terrain? Quel serait en quelque sorte le progrès à faire, justement? Moi, c'est juste pour rebondir sur cette thématique et sur ce que j'ai déjà un peu mentionné en introduction. Je pense que nous avons, avec la région, eu la possibilité de créer et de monter ce centre d'hadrothérapie. Nous avons eu un premier équipement. Ça ne représente que la moitié déjà de l'investissement de la région. Il y a une deuxième partie qui est déjà validée par la région, et donc il est indispensable bien sûr que ce soutien et cette décision bien sûr se poursuivent, puisque, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a un double positionnement au niveau de la région sur ce futur de la partie hadrothérapie du centre. Il y a le développement industriel qui est en cours. Et là, on est encore une fois dans le cœur de métier de la région, de pouvoir soutenir une filière industrielle très innovante et dans le domaine de la santé, puisque c'est le thème de ce soir. Et ensuite, le fait que le centre puisse acquérir effectivement cet équipement. Et je le répète, l'acquisition de l'équipement par le centre ne se fait et ne se fera que si la région effectivement est derrière nous. Et si je suis réducteur au niveau des chiffres, il y a déjà eu plus de 78 millions d'euros de mis par la région, et il y a un engagement par rapport à ce que je viens d'indiquer de plus de 63 millions d'euros complémentaires. On arrive à nos 130 millions effectivement d'exposition complète de la région. Et je le précise aussi, même si ça a été dit en introduction, la santé est un domaine régalien, le centre d'hadrothérapie n'a à ce jour, en termes d'investissement, reçu aucun fonds de la part de l'État. C'est un centre qui existe parce que la région est là et parce que la région l'a soutenu et le soutient. Je pense s'il y a quelque chose qu'on peut essayer
d'accélérer, c'est la capacité de prise de risque. C'est-à-dire dans le domaine de la santé, dans le domaine de la recherche, si on veut créer des start-up, si on veut faire venir des gens pour dynamiser la recherche en Normandie, il faut qu'on soit en capacité non seulement d'une aide financière, ça la région nous aide beaucoup dans ce sens-là, mais être capable de prendre des décisions rapides. Puisque l'avancée technologique, une des contraintes importantes, c'est le temps. Et assez souvent, on a un système qui, dans la prise de décision, est long. Entre l'idée du chercheur ou d'un groupe de chercheurs et l'acquisition d'une nouvelle machine ou faire venir un chercheur performant dans un domaine, c'est pas qu'il n'y a pas les moyens de le faire, mais c'est que la prise de décision et la prise de risque pourrait, à mon avis, être améliorée. Alors, la prise de risque, il y a risque dedans. Il y a des fois ça va marcher, puis il y a des fois ça va pas marcher. Puisque si on est sûr que ça marche à chaque fois, c'est plus une prise de risque, c'est qu'on est un peu moins innovant, parce que l'innovation nécessite cette prise de risque. Si je peux me permettre, je rebondirai sur la partie de la formation. Donc il y a un certain nombre de formations qui ont été présentées tout de suite, dans lesquelles la région va investir et va se mettre des efforts complémentaires. Moi, il y a un sujet en termes de formation qui est prégnant dans le domaine de l'hadrothérapie, mais de façon générale, dans la radiothérapie, ce sont les physiciens médicaux. Et au jour d'aujourd'hui, force est de constater que le nombre de physiciens médicaux est effectivement largement déficitaire. Et j'ai connu, moi, pendant 2 mois, une crainte très importante de devoir réduire l'activité du centre, hein, parce que les accidents de radiothérapie que l'on connaît ont conduit à ce qu'il y ait des équipes minimales qui soient mises en place, un nombre d'oncologues présents lorsqu'on fait du soin, mais également de physiciens médicaux. Et nous avons à un moment donné eu un nombre de physiciens qui ne permettait pas d'accueillir le nombre de patients que nous avions potentiellement dans le centre. Alors je sais que ce n'est pas une formation qui sera faite au niveau de la région, quoique. Il y a des écoles de manip, enfin, etc. Mais en tout cas, si la région peut être un élément d'accélération, je dirais, de ces formations, ça serait une excellente chose chez nous, mais pas que. C'est noté. Merci. Alors, il nous reste 8 minutes, donc je pense que nous allons passer au mot de la fin. On peut commencer par vous. Si vous aviez un mot pour finir cette table ronde. Oui. Moi, je pense que le plan de la démographie médicale, il faut qu'il y ait une union de toute la région. Il faut unir toutes les forces. Alors, nous avons créé la charte régionale des pôles de santé avec le succès qu'il en est. On a 110 pôles de santé quand même en Normandie initiés par l'URML. Moi, je suis président de la commission d'organisation des soins de la Normandie. Je pense qu'il faut, au niveau de cette région, unir à la fois les hôpitaux, les libéraux, l'URML, la région, l'État, l'ARS, et qu'on fasse un véritable plan pour lutter contre cette désertification médicale et voir quels sont les facteurs d'attractivité qui puissent nous permettre de ramener beaucoup de professionnels de santé sur le terrain. Toutes les formations qui ont été dites sont très importantes. Elles sont les étudiants qui viennent dans les cabinets libéraux, ça aussi c'est très important. Il y a la réforme de l'internat qui va devenir plus régionale, qui va permettre, parce qu'on avait quand même pas mal de jeunes de nos territoires qui partent. Moi, j'ai des étudiants médecins qui sont médecins maintenant dans ma patientèle, qui sont partis faire leur internat à Strasbourg, à La Rochelle. Ils ne sont pas revenus en Normandie. On n'a peut-être pas eu le retour de ceux qui sont partis. Et je pense qu'il faut absolument que nous travaillions tous sur un projet de réflexion sur cette désertification médicale. Merci. Denis Vivien. Alors moi, ce que je pourrais dire, c'est que en Normandie, on a des beaux écrins de recherche, on a des beaux équipements de recherche, il y a Cicéron, il y a Ganil, etc. Et que avec la région, je pense qu'on peut essayer d'être un peu plus attractif pour d'autres chercheurs, de chercheurs qui rejoignent la Normandie
Et un peu de manière générale, je crois qu'en Normandie, on a toujours tendance à penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et en fait, en Normandie, elle est très verte. Donc il y a plein de choses à faire en recherche. Et voilà, Cicéron, l'Institut Blood-and-Brain et d'autres, la dendrothérapie ou le Ganil, sont des super endroits pour faire de la recherche de haut niveau. Merci. Nous terminerons par Guy. Philippe Lagal. Oui, moi je rebondirai encore une fois sur un sujet qui a été abordé juste avec quelques mots en tout début de cette séquence. J'ai été pendant 10 ans en responsabilité des lycées de la région ex-Basse-Normandie, 73 lycées à l'époque. J'ai pu à cette époque-là voir et constater par le biais des témoignages de l'ensemble du corps enseignant ce qu'avait pu apporter le fait que la région prenne en responsabilité les équipements dans les lycées par rapport à ce qui se faisait lorsque c'était l'État qui en avait effectivement la responsabilité. Si effectivement on est dans un virage où la région se positionne au niveau des établissements hospitaliers de la même façon par rapport aux équipements dans ces établissements, j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour que ce soit une vraie révolution dans les centres hospitaliers et que tout le corps médical en tirera autant de satisfaction que le corps enseignant a pu en tirer. Merci. Paul Miliez. Alors moi j'ai un vœu pieux, mais je pense qu'on va y arriver avec notre vice-président Guy Lefranc. Je pense qu'on doit plus accepter qu'un concitoyen de Normandie, de notre grande et belle Normandie, ne puisse pas avoir accès aux soins, premièrement, et aux soins de qualité, deuxièmement. Donc les projets, en effet, de pôles de santé libéraux, où il n'y a pas que des médecins, il y a toutes les professions médicales et paramédicales. L'exemple de Mortagne-au-Perche ou d'autres est fondamental. L'équipement, le financement des équipements pour donner envie à des spécialistes aussi de pouvoir rester, pas forcément, on ne pourra pas mettre un spécialiste dans toutes les villes ou dans toutes les pôles de santé, mais ils viendront faire des consultations, faire des examens. Et ça, c'est vraiment le souhait que nous avons, c'est de pouvoir proposer une prise en charge, une santé de qualité et l'innovation. On parle de la formation de qualité, c'est indispensable. La recherche de qualité, c'est indispensable. Et l'innovation, c'est indispensable. Je vous donne un exemple très très court. Grâce à la région, on a pu financer l'acquisition pour un peu de recherche et développement d'un robot qu'on appelle RoboCat, et qui est un robot qui peut être capable, à distance, d'être téléguidé pour aller faire un examen qu'on appelle une coronarographie, voire un traitement. Et si évidemment on ne pourra peut-être pas mettre un cardiologue interventionnel dans toutes les villes de Normandie, que ce soit Caen, Rouen et tous les hôpitaux de Normandie, peut-être que demain, comme avec la télémédecine, comme avec ces types de technologies, la technologie nous permettra aussi de répondre de façon très satisfaisante en termes de qualité de soins à cette problématique de désertification médicale. Merci. Guy. Je crois que nous l'avons vu ce soir dans ce trop court débat avec ces échanges passionnants. Moi, je suis fier de travailler avec Hervé Morin et je souhaite qu'il reste président de région, au moins pour une raison. Je pourrais vous en citer beaucoup, mais au moins une sur la santé. Il est le seul politique à avoir compris que la santé, c'était un investissement avant d'être un coût. Et on le voit ici, investir dans la santé, c'est investir pour l'avenir de nos enfants, c'est investir dans la qualité de vie de nos parents, c'est investir pour l'emploi de nos voisins. Investissons dans la santé, ne considérons pas que c'est un coût inutile à limiter. Merci beaucoup. Alors, on espère qu'on a répondu à l'objectif fixé en début de cette table ronde, que la région est bien un échelon pertinent pour prendre en charge cette politique. Alors, nous aurons demain une nouvelle table ronde sur le transport, animée par un jeune Normand conquérant, Timothée Paulet. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et tous.